Mes chers collègues, messieurs, dames, c'est pas pour la parité, mais il y a des dames, je suis très heureux, elles se cachent un peu au fond de la salle. Donc bienvenue à tous pour ce conseil municipal. Quelques procurations pour démarrer, ce petit secrétaire ou secrétaire de séance, s'il vous plaît. Monsieur Renolo, je vous remercie. Monsieur Willem à Monsieur Renolo, Madame Lavergne à Mme Paquet, Monsieur Ribeiro à Monsieur Dedevert, Monsieur Boisson à Monsieur Cazenave, Mme Fuster à Mme Marza, Monsieur Pellissier à Mme Affan, Madame Vignon à Monsieur Romperron. Le temps d'ailleurs, nous pensons beaucoup à Michel. Il y a quelques problèmes de santé importants. Marianne Escorne à Monsieur Mas. Oui, d'accord. Vous avez entre les mains, mes chers collègues, le procès verbal du 18 décembre 2024. À ce jour, je n'ai pas reçu de remarques. Je dois considérer que ce procès verbal est adopté. Je vous remercie. Vous avez quelques décisions du maire que vous avez vues, je suis persuadé, avant cette séance. C'est plus importante que d'habitude, en particulier en termes de marché, avec des grosses sommes sur l'extension des campings, sur le travail d'aménagement de la place et du passage de l'Iscacas dans le cadre du plan partenariat d'aménagement avec l'État, mais aussi les travaux d'aménagement de la place sur les espaces verts, qui est la promenade de la case, les travaux aussi d'aménagement de la place et du passage sur l'éclairage public, revenir aussi sur les emprunts que nous avons contractés qui étaient prévus au budget, c'est 1 400 000 € sur le financement des investissements de la commune. Vous avez aussi, comme somme importante, les travaux qui sont en cours, que vous voyez au quotidien. Alors cela ne vous gêne pas parce qu'ils sont sous terre, la mise en place des dispositifs de traitement contre le GSS, bien sûr qui sont prévus dans le plan pluriannuel d'investissement, c'est 327 000 € sur ce budget-là. Ensuite, vous avez la mise en accorbellement des réseaux d'eau potable à la Canonville par Sogea. Et nous avons aussi l'effacement des réseaux routiers, j'en parlerai dans mon intervention en introduction de ce conseil municipal. Des questions sur ces décisions? Je vous remercie. Donc, nous pouvons nous réjouir déjà que la tempête nous laisse un peu tranquille, même si des grosses vagues, mon cher Hervé Cazenave, bon, sans doute nous prendre un peu de sable dans la nuit avec des vagues de 6 mètres. Une tempête, vous le voyez sur le reste de la France, qui a des effets assez incroyables dans cette saison. Donc la France est un peu bloquée, mais bon, c'est un épiphénomène, mais on sait très bien que dans le futur, le dérèglement climatique va nous amener à répéter ces phénomènes brutaux qui impactent la vie quotidienne, mais aussi la qualité de vie des Français. Je vais vous faire un petit aussi point de travaux sur les travaux de renouvellement du réseau d'eau potable, parce qu'ils sont encore importants cette année. C'est des travaux qu'on ne voit pas toujours, qui sont parfois embêtants parce que ça perturbe la mobilité des cannolés. Donc c'est pour demi sur l'ensemble de ce programme. Ça fait un investissement de 1,3 million d'euros hors taxe uniquement sur le renouvellement du réseau d'eau potable. Sur la gestion des pluviales, on fait beaucoup de travail avec des expérimentations l'année dernière pendant les événements avec des fortes pluviométries. On a fait une importante campagne de nettoyage de fossés de Craste qui a été conduite au mois d'octobre au Bocage, entre deux villes, avec des travaux aussi à Néogas. Vous avez vu qu'on est en train de rehausser les réseaux au niveau des ponts, puisqu'ils étaient empêchés de ces ponts et empêcher la circulation normale de l'eau. Donc c'est avec bien sûr le CIAMVEL que je préside. Nous avons bien sûr amélioré la gestion de l'ensemble des eaux qui convergent la ville. On a aussi quelques réunions importantes avec monsieur le préfet et l'agence de l'eau à Dogaronne, puisque vous savez que les problématiques de contamination de l'eau de bassin d'Arcachon et des huîtres en particulier avaient permis de lancer un grand plan au climat sur la région Nouvelle-Aquitaine, en particulier en Gironde. Donc nous bénéficions aussi, par l'intermédiaire de ces travaux, de subventions d'État pour justement améliorer ce que l'on fait déjà depuis de nombreuses années, puisqu'on était plutôt dans l'anticipation. Les travaux de la dernière écluse sont en cours pour 18 mois de travaux. C'est 3,5 millions de travaux qui sont réalisés par le CIAMVEL dans les mois qui viennent, avec un financement, je le rappelle toujours, de 80% des partenaires. Nous avons aussi des canalisations qui sont en voie de dévoiement au niveau des ponts. L'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir retirer les canalisations, les accorements sur ces ponts. Ça forme des obstacles, une grosse campagne de nettoyage qui a été faite. On avait déjà expérimenté des choses que l'on n'a pas pu par le passé. Monsieur le préfet a été plutôt attentionné, et la police de l'eau, bien sûr, surveille ce que nous faisons sur le territoire. Mais l'objectif, vous le savez tous, c'est de pouvoir dévier les eaux
au sud, au nord du Vaud, pour éviter qu'elle passe en grande quantité sur ces périodes de pluviométrie intense sur le Vaud. Donc c'est déjà le cas, on a pu s'apercevoir sur 3 ou 4 jours où il y a eu des grosses précipitations, que les travaux qui avaient été faits fonctionnaient. Et on gardera bien sûr dans les périodes où il va tomber beaucoup plus d'eau, on aura ce travail de vérification pour améliorer notre réseau d'eau pluviale dans le futur. Le Bouchic aussi, en janvier, on démarrait des travaux d'enfouissement des réseaux aériens. On est toujours sur le quartier des câbles et des poteaux sur le Bouchic, parce que c'est des travaux qui sont des travaux préalables aux aménagements qui sont prévus dans le cadre du plan plage du Bouchic. Le permis est en instruction. C'est la communauté de communes qui pilote le projet de ce plan plage. Nous aurons à revoir, même si nous les avions vus sur plusieurs réunions, il va falloir les habitants, les socioprofessionnels et tous ceux qui vivent autour et sur ce plan plage, ce qui se fera après l'été 2027, puisqu'on n'arrive pas à faire mailler les travaux à la fois d'intervention sur l'enfouissement des réseaux aériens et tous les travaux importants qui sont sur le plan plage sans perturber les activités économiques du secteur. Aire de jeu nautique, alors il y a eu quelques soubresauts sur les réseaux, j'ai vu passer pas mal de choses. On va plutôt mener quelques articles. Revenir quand même à ce projet-là, qui est la continuité de la liaison douce du centre-ville jusqu'au port et des aménagements autour de la halte nautique. Bon, je peut-être la dangerosité de la proximité de l'eau, enfin, la précédente, elle était à côté de la route. Donc aujourd'hui, cette victoire de jeu, elle va être sécurisée bien sûr, elle va compléter les équipements et le lieu de vie, avec la cabane des titulaires de l'halte nautique, mais aussi la cabane numéro 1 qui forme justement un ensemble et un lieu de vie. Il y aura aussi un terrain de boule qui sera juste à côté. On avait déjà agrandi le parking des remorques il y a 2 ans. On avait poussé vers le lac en particulier pour laisser stationner les remorques. Mais quand on dit qu'on va amener des voitures, des gens qui vont venir vers le jeu, c'était déjà le cas. Je précise que le parking, lui, est à droite de la route, c'est pas uniquement le parking de l'halte nautique, c'était aussi le parking où se garaient les parents qui venaient à l'aire de jeu. Donc on fait passer l'aire de jeu d'un côté de la route plus au sud, mais dans un environnement que nous avons nettoyé, mais sûrement pas coupé d'arbres. Donc je pense que l'aire de jeu que vous allez voir, les travaux ont démarré, qui sont terminés d'ici la fin de l'année, pour avoir une certaine allure et vont compléter justement tout ce qu'on a pu faire autour de l'halte nautique. Donc je ne voyais pas trop le problème. Alors, donc on reviendra auprès du président de l'halte nautique, qui est un peu critique sur le sujet. Moi je suis toujours prêt à débattre, vous le savez. Donc j'avais reçu un courrier aussi de l'ARL et je vais expliquer à certaines personnes, je l'avais fait oralement, pourquoi ce choix avait été fait, mais je tiens à préciser que ce choix et ce chantier ont été fait bien sûr avec les élus, mais avec les enfants du conseil municipal et aussi par le conseil de quartier. Donc c'est un projet qui est de longue date, qui arrive dans sa phase de réalisation. Il était bien compliqué quand on a lancé les marchés, quand on a carré les dates de travaux, de pouvoir tout arrêter pour recommencer la concertation. C'est déjà tellement long en France de réaliser des projets que sur ce dossier-là, je n'ai pas de doute qu'à la fin des travaux, tout le monde se réjouisse de la qualité de l'opération. Voilà, des petits points mais je suis prêt bien sûr à redébattre avec et à réexpliquer qu'il n'y a pas plus de danger à droite qu'à gauche, et que le jeu sera bien sûr sécurisé. Vous avez bien sûr qu'on a repris aussi certainement posé des questions, on a communiqué sur place, c'est une reprise sur les alertales, en particulier au niveau de Chaumet, au milieu des alertales. On avait des choses que l'on avait notées l'année dernière et on a fait la saison, ils sont revenus bien sûr faire ce qui avait été mal fait. Donc les travaux sont en train de se terminer. On a beaucoup avancé aussi sur le front de mer sud, puisqu'on va commencer à planter les travaux justement qui ont repris commencent à donner un peu l'allure finale du projet. Et après les plantations, je pense que cette esthétique est ce rendu, avec une reprise aussi du passage de la casse qui était un peu glissant. Si vous avez pu vous y promener ces derniers jours, vous allez percevoir qu'on est allé gratter pour lui donner une autre allure. Je pense qu'une fois que les plantations d'Oya interviendront, c'est dès la semaine prochaine, je me rappelle des calendriers, vous allez voir que cet endroit est tout à fait incroyable. Nous avions aussi répondu à une sollicitation des riverains. Dans le premier, j'avais été un peu interpellé quand je suis rentré sur le chantier la première fois. Les ganivelles étaient peut-être un peu hautes, ça cassait un peu l'esprit de la promenade de la plage. Donc aujourd'hui, on peut se féliciter de la fin de ces travaux-là. Vous avez dit qu'on va voir aussi l'originalité des candélabres de l'éclairage public.
que c'est plutôt une belle réussite qui attend cette renaturation, puisque je vous rappelle qu'on a sorti des centaines et des centaines de mètres cubes de béton, qui étaient des aménagements des piscines de la Miaka à l'époque. Donc on est bien dans la renaturation. Je vous rappelle que ce projet, puisqu'on est dans la renaturation, a été financé 80% par les partenaires, à travers le PPA, mais aussi à travers tous les dispositifs. Voilà. Donc la rénovation de l'éclairage public aussi rue du Jardin, le chemin de ministre, on a la reflexion complète du chemin de ministre qui interviendra début janvier pour 8 semaines. Donc si vous avez vos habitudes là-bas, il faudra faire le tour, ça va être un peu compliqué. On est en train de finir l'organisation de ce chantier. C'est à peu près 1,5 km de voirie pour un montant de 612 000 €. Les travaux du camping aussi, si vous êtes passé au gars, enfin nous avons eu sur ce permis de construire pour permettre d'accueillir les travailleurs saisonniers. Donc je trouve que le chantier avance plutôt bien. La pose des réseaux est en cours. Le planning est tenu, les travaux doivent s'achever normalement fin mars, début avril. Donc quand on regarde, il n'y a plus trop de place à louer, puisque beaucoup de commerçants locaux, et je remercierai au passage Jean-François Bocom qui a beaucoup passé de temps sur ce projet-là. Mais le loger des saisonniers est dans de très bonnes conditions, ce qui permet un meilleur recrutement. Et l'autre projet qui aura un jour qu'on présentera un peu plus tard dans la zone, où un bailleur est en train de s'associer avec un partenaire privé, justement donner aussi des logements, parce que vous savez que dans la modification pour PLU, on avait donné la possibilité d'abord pour régulariser les situations anciennes, mais aussi de permettre la construction de logements saisonniers dans cette zone, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Vous avez pu vous apercevoir, si je suis sur le logement, si je fais une petite précision, puisqu'il y a des dossiers qui vont démarrer en début d'année, puisque c'est à peu près dans les conventions qu'on a passées avec les partenaires privés, mais surtout avec les bailleurs autour de la maison de retraite, mais sur l'IA, répondre aux problématiques de logement sur la ville, c'est à peu près une centaine de logements, sur le logement intermédiaire, de l'accession à la propriété, donc on va pouvoir permettre à nos jeunes, mais aussi aux jeunes, de pouvoir rester sur la canot, ce qui est une vraie problématique aujourd'hui. Donc ces chantiers vont démarrer et on va pouvoir, d'ici 18 mois ou 24 mois, attribuer déjà les premières places à ces gens-là qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés. On est une commune qui crée des emplois, et quand on veut recruter, on a une problématique de logement. Quand on va être dans le marché privé, le T3 a dépassé les 1 200 €, on ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est plutôt une bonne chose et je peux vous assurer qu'on va continuer. On peut remercier au passage M. le nouveau préfet d'Aquitaine, le préfet Guillot, qui dès son arrivée, après l'avoir reçu, a bien compris que la Canoise était dans une situation difficile. Donc il nous a fait, comme je dis, sauter de classe. On est aujourd'hui cassé en zone tendue, ce qui permet justement d'avoir des logements intermédiaires et de pouvoir être classé sur des gens, attribuer ces logements à des gens qui travaillent, à des canolés qui sont en cruel besoin de logement. Vous avez pu voir aussi qu'on est en train de travailler sur la mairie annexe et l'emplacement des voûtes qui faisaient quelques signes de faiblesse. On remplace les pierres qui sont fissurées et abîmées en réfection de l'ensemble des joints. Une intervention est prévue ensuite dans la cage d'escalier pour traiter le salpêtre sur cette structure. Au socle aussi, on a des confortements qui sont mis en place au niveau de l'escalier principal. Au pôle de l'Aiguillon, on refait l'étanchéité sur les 3 terrasses côté ouest. Ça a été réalisé au mois d'octobre et en cours, on dépose des équipements techniques pour réfectionner l'étanchéité. Le lit a retrouvé sa place après avoir hurlé quand même, et j'ai vu que la lit était revenue sur notre kiosque. Elle avait été dégradée, donc il a fallu la rénover. Je suis très heureux qu'elle soit revenue orner notre kiosque, c'est tout à fait sa place. Et on a aussi la réfection complète de la PS de la Canocéan. J'ai passé sous silence les travaux là, donc je reviens vite sur l'agenda. La gratificaria d'hiver qui est organisée par la Sorca le samedi 23 novembre à la salle des fêtes de 9 h à 13 h. La récolte des dons continue demain vendredi à la salle des fêtes. À chaque fois, c'est des formidables succès. La réunion publique sur les navettes interquartiers. Je vous en parlerai aussi dans le cadre d'une délibération sur les compétences de la communauté des communes. Donc, à la salle des fêtes le mercredi 27 novembre 2024 à 19 h. Merci Adrien de Vauvert d'être à mes côtés sur ce sujet-là. Vendredi 29 et samedi 30 décembre, ça sera le week-end traditionnel du Téléthon. Le marché des créateurs et des producteurs locaux le dimanche 1er décembre, place de la Gaîté de 10 h à 17 h. Le marché de Noël artisanal de l'association Circuit Court les samedis et dimanches 7 et 8 décembre à la Célescourt et sur le Parvis. Le traditionnel de la Canoël, c'est notre fête à nous, c'est inratable. Vendredi et samedi 13 et 14 décembre avec un feu d'artifice le samedi à 19 h 30 pour fêter
les 10 ans de la Noël, avec le traditionnel, bien sûr, marché de Noël au COSEC. En attendant Noël aussi, le samedi 21 décembre, la journée préférée des enfants et de leurs parents. Prochaine permanence le samedi 30 novembre à l'Océan pour le maire, le don du sang, ma chère Corinne, le vendredi 20 décembre, le prochain conseil municipal le mercredi 18 décembre. Nous allons attaquer l'ordre du jour, mais avant je voulais remercier aussi Prune pour ce beau dimanche que nous avons vécu autour de Paul Réunion et du magnifique discours que tu as prononcé sur ce retour à la guerre, J'étais sur LCI avec le missile interatlantique, donc c'est le retour à la terre avec tous ces jardins. Moi, ce que j'ai aimé, c'est cette mixité intergénérationnelle, les jardins partagés. Moi, j'ai relevé ce que l'on fait aujourd'hui à cet endroit-là, mais aussi dans d'autres endroits, pour ceux qui étaient là il y a 60 ans. Le bourg, comme il était configuré, l'avenue de la Côte d'Argent, l'avenue des Landes et la perpendiculaire route de bord de route du lac. Notre aménagement, les gens construisaient en bord de route et derrière c'était le jardin. Alors les constructions ont remplacé le jardin ou les piscines. Aujourd'hui on revient à la terre, on incite souvent dans le cas des permis de ne pas imperméabiliser les sols, de garder son petit carré, de pouvoir produire ce retour à la terre. Il est en train de s'effectuer. Je pense que c'est à la collectivité et à la SORCA que je remercie vivement avec ses réseaux de bénévoles qui mènent la danse sur ce sujet, donc c'était plutôt sympa. Corinne, est-ce que tu as un micro? Que tu nous expliques un peu ce prix que nous avons gagné encore? Je te passe le mien. Bonsoir. Oui, en fait, c'était dans le cadre de l'Aéroclub de France, en fait, organise des grands prix, un grand prix du patrimoine depuis quelques années. Et on a présenté un dossier suite à la restauration de la Villa du Commandant. Donc, grâce à Patrick Morisset qui a suivi tous les travaux et qui a fait une très belle restauration. Et comment? Oui, tout à fait. Et donc, en fait, nous avons proposé un dossier. Donc, j'ai été aidée sur ce dossier par Lucas Lopez, qui est administrateur à l'association 001 et avec la Java. On a présenté un dossier, une partie, on va dire, historique et restauration, comme on avait pu le faire pour les rubans du patrimoine. Donc là, on a recommencé, on a amélioré un petit peu avec la com et le projet de la Java. Et en fait, sur tous les projets qui sont arrivés à l'Aéroclub de France, on a été retenu. Et il y a 6 coupes qui sont décernées, et dont une qui sera pour la ville de la Canon. Voilà. Et donc je pars à Paris le 2 décembre. Ah bon, voilà. Très bien. Alors, merci pour le boulot, parce que je tiens à préciser quand même qu'il a fallu réagir très très vite. Donc ça a sollicité, on a réagi très très vite, donc le dossier a été monté, il était plutôt conséquent. Donc merci à tous ceux qui ont participé. J'étais au salon pendant 2 jours. Nous avons reçu dans la communauté engagée Telma. C'est l'application que vous utilisez au quotidien pour signaler les problématiques, qui nous sert aussi de participation. Mais je vais vous donner la parole, M. Demevert, sur ce sujet-là. Comme dans les communes en France, nous sommes arrivés le prix de bronze de la 3e commune. C'est 57% des familles canolaises qui ont l'application. Je ne me rappelle plus le nombre exact de sollicitations, mais nos équipes ont surtout pris quelques cheveux blancs à répondre justement à la sollicitation. Ce n'est pas un site facile à gérer, mais Adrien, si tu veux compléter mes propos, j'étais assez fier de recevoir de la part du PDG de Telma le prix de bronze, c'est-à-dire 3e commune de France, sur notre communication à travers Telma. Merci Monsieur le maire. Oui, effectivement, je crois qu'on peut s'en satisfaire. Et surtout, c'est un résultat collectif, puisqu'effectivement, c'est aussi bien finalement les canolés, les services municipaux, les élus, avec cet outil qui a permis de fluidifier beaucoup d'échanges. Et c'est aujourd'hui plus de 3000 signalements qui ont été réalisés depuis le lancement, qui n'est pas si vieux que ça. C'était au printemps 2021. C'est 1300 canolés qui ont déjà participé au moins une fois, là c'est 3000 signalements, donc c'est pour ça que c'est des volumes importants rapportés à la population totale. Ça explique ce prix reçu. Et donc voilà, c'est un peu, ça s'inscrit dans tout ce dispositif qu'on a pu mettre en place ces dernières années pour essayer de faire vivre une démocratie participative et surtout impliquer le plus possible les citoyens dans la décision publique. On sait que c'est pas toujours simple. Mais avec cet outil-là, ça a facilité les choses, ça a permis beaucoup de réactivité, ça a été aussi une motivation en interne pour les équipes.
Et puis ça permet aussi de faire des sondages, certains s'en souviennent peut-être. Et puis on a même depuis quelques mois même la dimension du portail e-citoyen qui permet d'avoir accès aussi à l'ensemble de nos services municipaux par ce biais-là. Donc voilà, un très bon outil pour ceux qui évidemment ne seraient pas encore dans les 1300 cannolés concernés. Je vous invite évidemment à télécharger cette application sur votre téléphone et à être vous aussi acteur du quotidien de l'évolution et de l'embellissement de notre commune. Voilà, je vous remercie. Merci aux équipes qui gèrent aussi au passage, et merci de cet investissement de l'ensemble des élus sur ce sujet-là. C'est très très outil, ça nous aide beaucoup. Ça nous donne la possibilité d'être beaucoup plus réactifs et d'aller beaucoup plus vite dans nos interventions. Délibération numéro 1 du Conseil municipal, incorporation d'un bien vacant et sans maître dans le domaine privé communal. Une longue histoire, comme l'aime l'administration française. Donc ce bien, on cherche son propriétaire déjà depuis longtemps. Ça fait partie d'un ancien bien des chemins de fer économiques, comme disaient nous à l'époque. Donc ça a été un vrai parcours du combattant. Bon, finalement, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'incorporer dans le domaine privé de la commune cette parcelle qui est avenue du Lac, qui va nous permettre justement, avec un bailleur, de pouvoir aménager ce secteur, de pouvoir produire des logements. Préciser aussi que cette incorporation elle sera constatée par arrêté municipal et m'autorisée à prendre toutes les mesures. Donc cette parcelle elle est toute petite, que je retrouve sa superficie, je ne sais pas si je l'ai dans la définition, mais 32 mètres carrés. Donc on était bloqué sur un projet de plus d'1,5 hectare sur 32 mètres carrés. Donc rappelez-vous l'histoire, puisque c'est Transdev derrière qui avait récupéré les propriétés des chemins de fer économiques. Et Transdev, justement, n'avait pas de trace de cette parcelle-là. Donc on a un corpore d'un bien vacant et sans maître dans le domaine privé. Nous allons pouvoir devenir propriétaire et faire des travaux sur cette parcelle de 32 mètres carrés. Ça fait 6 ans que ça dure. Voilà. Ça fait simple comme dossier. Y a-t-il des questions sur cette parcelle de 32 mètres carrés? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Session des lois AEB issue de la division de la parcelle BE 738 située rue d'Artagnan, secrétaire et copropriétaire de l'ensemble immobilier BE 168. Donc nous avons dans cette parcelle un prix estimé à 138 € le mètre carré. On est convenu d'une cession de 140 € le mètre carré, soit 98 mètres carrés, pour un prix de 13 720 €. Dans cette délibération, on abroge et on remplace. On a vu une interpellation d'ailleurs de M. Mass à l'époque sur le sujet. C'était bien sur celle-là, si je me rappelle bien. Donc le notaire, bien sûr, a eu le même constat que vous. Nous revenons dans le conseil municipal pour abroger et remplacer ce que nous avaient demandé les acheteurs à l'époque. Donc c'était d'abord d'abroger, ensuite d'accepter la cession syndicale des copropriétaires, puisque la vente pouvait se faire uniquement sur ce lot, ou accepter toute personne morale ou physique qui se substituerait, mais dont il garderait le contrôle des lots A et B issus de la division de la parcelle cadastrée d'une superficie de 98 mètres carrés au prix de 140 € le mètre carré, soit 13 720 €. Et m'autoriser bien sûr à signer le compromis de vente, le cas échéant, l'acte authentique et les documents afférents à cette cession. Y a-t-il des commentaires sur ce sujet? Merci des conseils. Des votes contre? Gratuit en plus. Ça change. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc, cession du LOA issue de la division de la parcelle située à l'angle de la rue du Docteur Fromager et de l'avenue du Lieutenant-Foucault à M. Lavigne et Mme Le Petit. Donc là, sur cette délibération, vous le savez tous, la société HDV Foncier a présenté une offre en vue de s'emporter acquéreur. Le conseil municipal a délibéré en mai 2024 pour oser cette vente et la société s'est désistée le jour de la signature de la promesse, ce que j'adorais. Je vous disais que j'étais de très bonne humeur, surtout sur une somme pareille qui était prévue au budget, donc on est allé assez vite. Et finalement, le plaisir aujourd'hui, c'est de prendre cette délibération pour ce terrain-là qui va supporter 2 maisons, mais qui va surtout abriter 2 cannolés à l'année. Donc c'est plutôt assez sympa, ce ne sera pas des résidences secondaires, ce sont des gens qui travaillent ici. Donc c'est accepté cette session à M. Martin Lavigne et à Mme Marie Le Petit, qui est sa compagne, une personne morale et physique, qui se substituerait pour un prix, puisque c'est la moitié de la parcelle, de 315 mètres carrés au prix de 225 000 €.
Et la délibération, on s'est autorisé à signer ce compromis de vente, le cas échéant, l'acte authentique et tout document afférent à cette session. Vous avez le plan qui est joint à l'angle de la rue du Docteur Fromager et l'avenue du lieutenant Montfeugat. Vous avez un lot à 315, un lot à 337. La première délibération, c'est pour m'autoriser à signer un compromis pour cette parcelle de 315 mètres carrés. Y a-t-il des commentaires? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous poursuivons avec la session du Lobé. Vous avez toujours le plan qui est joint à la délibération. Cette fois, la parcelle, elle est vendue à M. Le Petit pour un prix de 225 000 € pour 335 mètres carrés. Donc vous êtes là aussi ce soir pour m'autoriser à signer le compromis de vente et accepter la cession à M. Stéphane Le Petit. Des votes contre? Des abstentions? Ah, pardon, M. Mass, comme cela était la même que la précédente. Vous avez un micro proche de vous? Oula, ça va pas mieux, vous ne pouvez pas le dire, chien. Oui, non, je viens de voir juste une chose, c'est quand... Oui, pardon, excusez-moi, bonjour à toutes et à tous. Je voulais voir une chose sur le projet de division qui est annexé. En fait, on est en projet de division avec une superficie dans laquelle je voudrais se faire marquer environ. Donc, est-ce que ça ne peut pas créer de désordre dans le fait qu'on n'a pas une cession avec une surface définitive? Là, sur la délibération, on précise bien, oui, que c'est entre 335 mètres carrés environ. Est-ce que c'est ce qui nous est demandé par le notaire? Donc, s'il y a une reprise derrière, qu'il apparaît que on est 334, 336, on ne se retrouve pas dans l'obligation de revenir dans cette salle. C'est tout. Moi, je le prends comme ça. Il suffit qu'on remesure pour qu'on ne délibère pas. Il y a toujours des notaires un peu compliqués, d'autres un peu plus laxistes. Autrement, on ne serait pas là ce soir. Mais je prends en compte la remarque, mais j'évite d'enlever environ parce que ça risque de se retourner contre nous. On vérifiera quand même, M. Mass, le risque juridique sur cette délibération. Demande de renouvellement du classement de la commune de la Calonne, commune touristique, délibération numéro 5. Pardon, je n'ai pas fait voter, on est revenu après sur le commentaire. Oui, on est revenu sur le commentaire. Donc, demande de renouvellement du classement de la commune de la Calonne, commune touristique. Vous voyez, c'est peut-être des choses que l'on pourrait éviter, parce que vous avez plusieurs classements, vous avez la commune touristique et la station classée. La station classée a vraiment un intérêt. Là, on va chercher ce renouvellement du classement de la commune pour aller chercher derrière des labels. C'est peut-être des structures, quand on parle d'économie, qu'on pourrait peut-être se passer. On reste sur la station classée, avec peut-être un niveau de classement, comme nos offices du tourisme aujourd'hui. On a la commune touristique, on va être commune touristique, mais c'est pour aller chercher des labels qui vont nous faire payer quelques contributions. Donc aujourd'hui, le dossier est quand même bien moins compliqué sur la commune touristique que sur la station classée. Nous sommes en cours avec tous les partenaires de monter le dossier pour un dépôt dans l'année 2025. Mais aujourd'hui, les critères à respecter, vous le savez, c'est détenir un office de tourisme classé. Nous sommes classés en catégorie 1. Organiser des animations culturelles, artistiques, gastronomiques ou sportives sans CFR. Disposer d'une capacité d'hébergement touristique variée, hôtel, résidence de tourisme, meublé de tourisme, village de vacances, camping, chambre d'hôte, à notre présence, résidence secondaire. Donc on a été classé pour une durée de 12 ans. Et là, nous demandons justement la demande de renouvellement du classement de la commune en commune touristique et motorisée à solliciter. Le renouvellement du classement, le dossier est en trop main, vous avez quelques éléments de statistiques, demande de dénomination commune, vous avez un tableau qui est... Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la délibération, ce tableau. J'espère qu'il est à votre disposition, puisque là, ça vous a permis de faire un inventaire justement sur nos capacités, sur les critères qui sont demandés dans ce classement. Donc aujourd'hui, ce tableau, cette demande sera joint à la demande de renouvellement en station, non pardon, en commune touristique. Je suis plutôt obsédé par la station classée. C'est aussi dans le cadre de l'association globale et de pas mal de subventions, la station classée, c'est plutôt pas mal. Voilà. Y a-t-il des commentaires sur la commune touristique? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 6, la modification des statuts de la communauté de communes Médoc-Atlantique. Donc vous avez d'abord un changement de vocabulaire, puisque vous mettez sur une compétence avec la création et la gestion de maisons de services au public,
l'État nous a demandé de le remplacer par participation à une convention France Service, puisque vous savez que le dispositif, et nous sommes la commune de la communauté de communes qui était une des premières d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, puisque nous avons notre maison France Service au pôle de l'Aiguillon. Donc il y a aujourd'hui, depuis quelques mois, un bus itinérant qui remplit la mission aussi de France Service sur toutes les parties nord de la communauté de communes. Il y a peut-être un projet aussi dans une commune pour pouvoir justement fixer physiquement une maison France Service dans le Nord-Médoc. Je peux vous dire que les Nord-Médocains sont très heureux de ce bus qui fait le plein à chaque fois qu'il passe sur les communes. Celle qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est la délégation de compétences de la communauté de communes. Elle exerce par voie de compétences déléguées. Nous voulons justement compléter par le transport collectif de personnes par véhicule routier terrestre desservant les pôles d'activité socio-économique et touristique du territoire, ainsi que le transport scolaire des collégiens. Là, c'est la suite. Donc, c'est plutôt ce paragraphe qui nous intéresse pour mettre ensemble. Alors, j'ai cité tout à l'heure la date de la réunion publique. Mercredi 27, donc vous aurez un peu plus de précision. Elle avait été repoussée parce qu'on avait un petit problème. C'était météo, donc vous en saurez un peu plus pendant la réunion publique avec les présentations. On avance beaucoup sur le sujet, sur les navettes interquartiers et sur les navettes de plage. Je laisserai à mes élus délégués vous dire beaucoup plus de compléments d'informations, mais il fallait absolument changer cette délégation de compétences et y rajouter le transport collectif de personnes par véhicule routier terrestre desservant les pôles d'attractivité socio-économique et touristique du territoire. Donc aujourd'hui, on est là pour approuver le transfert de la compétence mobilité au profit de la communauté de communes de Médoc-Atlantique et accepter justement cette modification des statuts communautaires selon le projet annexé. Des commentaires sur cette modification des statuts de la communauté de communes? Des votes contre? Des abstentions? Je vais remercier tout le monde, puisqu'on a une unanimité sur le sujet, et je rappelle que ce que nous allons lancer, que nous aurons l'occasion de développer pendant cette réunion publique, c'est une expérimentation qui servira aussi à développer notre service dans d'autres communes de la communauté de communes. Vous avez été plutôt apprécié, notre volonté de développer ces transports a été plutôt bien accueillie à la communauté de communes. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 7, adoption du règlement intérieur des médiathèques de la ville de Lacanau. Monsieur Rodelot. Bonsoir à tous. Le fonctionnement du service des médiathèques de la commune suppose que des règles claires communes de son organisation soient établies et portées à la connaissance du public. Donc un règlement intérieur a été rédigé en ce sens. Il encadre les conditions d'accès, de consultation, de communication, des ressources documentaires, d'inscription, de prêt de documents et de participation. Il sera porté à connaissance du public par affichage dans les locaux, ainsi que par la mise en ligne sur le site internet de la ville. Il sera présenté lors de chaque nouvelle adhésion à l'usager qui devra s'engager à le respecter. Donc, considérant qu'il est lieu de définir des règles de fonctionnement des médiathèques, donc le conseil municipal de Lacanau est invité à délibérer pour adopter le règlement intérieur des médiathèques de la ville de Lacanau annexé. Merci, M. Renaud. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors. Concession de service. Ah non, c'est raté. Je l'ai où? Elle est derrière. C'est la subvention exceptionnelle. Voilà. Donc vas-y, je vous laisse la parole, monsieur Renaud. Donc l'association Ramdem sollicite une subvention exceptionnelle complémentaire pour financer les animations supplémentaires pour fêter ses 10 ans dans son événement Festival Lacanoël qui aura donc lieu le 13 et le 14 décembre 2024. Cet événement festif convivial et fédérateur est très apprécié de tous les Canolais et marque le lancement des fêtes de fin d'année. Donc après examen du dossier réactualisé et présenté complet par l'association, donc le conseil municipal est invité à délibérer de l'article 1, décider d'allouer le montant de 2 500 € au titre d'une subvention exceptionnelle à l'association Ramdam pour l'organisation des 10 ans du Lacanoël. Bien évidemment, comme toute subvention événementielle, la subvention est conditionnée à la réalisation des dépenses auxquelles elle se rapporte et sera versée après transmission par l'association des factures justifiant les dépenses réelles. Et la majorité de cette subvention
permettra de financer le feu d'artifice qui clôturera dans le point d'orgue de leur soirée pour fêter leurs 10 ans. Nous allons bien sûr participer. Tout à fait. Les remercier d'abord pour la qualité de l'événement, parce que ça ne se démarre pas depuis 10 ans. Et quand j'ai appris que, bon, ils allaient nous solliciter, j'ai mon cœur qui a commencé à battre. J'ai 10 ans. Non, ils sont restés très raisonnables, et ça c'est plutôt une bonne chose. Et je dois les féliciter aussi pour la tenue de leurs finances, plutôt des gens sérieux, donc la qualité de l'événement, mais aussi d'avoir été raisonnable dans la demande de cette subvention. Des commentaires, des questions, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Libération numéro 9, adhésion à la convention de participation de la protection sociale complémentaire mutualisée proposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Détermination de la participation employeur, Madame Fritsch. Merci, Monsieur le maire. Juste, je voulais revenir par rapport à l'ARE Club de France, le dossier. Je voulais remercier le service communication, je ne l'ai pas fait, avec Thibault, et bien sûr, sans qui je n'aurais pas pu faire ce joli dossier quand même. Donc, merci, et merci aussi à Lucas. Tu vas en train, j'espère, pas en avion. Non, je vais en train. Et Lucas sera également présent avec moi pour la remise. Ce qui m'a choqué, c'est un peu coupe. On ne mettra pas son compte rendu, mais il faut leur dire que les trophées aujourd'hui, ils sont en développement durable, Madame Bacaille. On n'est pas sur les coupes chinoises, si tu veux. Mais on ne sait pas comment sera la coupe, hein, et nous ne savons pas quel. Le coupe en bois, alors ça ira. Et on ne sait pas quel trophée, en fait, quelle coupe on aura, puisqu'il y en a plusieurs, on ne sait pas. Donc, pour cette protection sociale complémentaire, donc comme on a déjà parlé sur notre conseil municipal, elle va devenir obligatoire à partir du 1er janvier 2025, suite à l'ordonnance qui a eu lieu en février 2021 et le décret qui est sorti en 2022. Donc l'employeur, donc la collectivité va être obligée de la mettre en place, et donc nous avons décidé d'adhérer à Territoria. Nous avons déterminé un taux de participation. Il y avait une participation minimale qui était obligatoire, qui était de 7 €. Vous l'avez dans la délibération normalement. Et nous avons fait le choix de participer à 50%, par rapport au panier de base, qui est obligatoire, comme vous avez dans la deuxième page, dans le tableau des garanties. Donc la collectivité va prendre 50% et l'agent aura 50% à sa charge. Donc ça a été présenté au comité social territorial, qui a été favorable, qui a donné un avis unanime favorable, qui a remercié parce qu'il ne pensait pas que ce serait un taux aussi important, car il y a d'autres collectivités, le taux n'est pas aussi important. Donc ils ont salué quand même l'effort. L'avantage aussi d'être avec Territoria via le centre de gestion, c'est qu'il y a un taux négocié à 2,30 sur 6 ans, voire éventuellement peut-être sur 12, mais ça on verra beaucoup plus tard. Voilà, que dire de plus, parce que tout est bien expliqué quand même dans la délibération. Les agents pourront, parce qu'il y a quand même beaucoup d'agents qui n'ont pas de PSC, il faut savoir. Du coup, ça peut peut-être, du fait que l'employeur participe à 50%, ça peut peut-être amener certains agents à prendre cette option, qui deviendra obligatoire au 1er janvier 2027, comme c'est le cas dans le privé. Et également une précision importante, c'est pas pour des arrêts maladie courts, hein, on est bien d'accord, ce sont des arrêts souvent maladie longs, et elle intervient au 91e jour d'arrêt maladie. Donc c'est pas quand on a une grippe ou des choses comme ça, hein, ce sont des maladies en général, malheureusement, qui sont longues. Donc voilà, on a eu un débat avec ma collègue Jackie Hoffman qui a été très productif avec les représentants du personnel. C'est toujours, même avec Cyril, il peut en attester, on a toujours un très bon dialogue, ça se passe bien et on est vraiment dans la concertation et dans l'échange avec eux.
Je remercie également la DRH qui a fait un très beau travail au niveau de cette PSC et nous l'avons passé également ce matin en conseil d'administration du CCAS. Voilà. Merci Mme Trich, de l'Institut social de plus, dans l'état qui court, c'est bien. Donc, je salue mon investissement des élus, qui les a cités, ceux qui participent, qui sont vraiment présents, qui participent à ces travaux, et aussi le comportement du CST. C'est un vrai dialogue et c'est eux qui nous ont amenés vers les 50%, mais ça allait déjà plus loin, c'était plutôt recevable, donc le dialogue social avait été plutôt réussi sur ce sujet-là. Donc merci pour votre beau boulot et tous les services qui ont accompagné cette délibération. Des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Mise en place de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement et FSE de la police municipale. Madame Fritsch. Donc, en fait, c'est donc une délibération relative à l'ISFE et non l'IFSE comme pour les agents. Donc, c'est un décret du mois de juin 2024 qui institue une indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Et ça remplace l'ancien régime indemnitaire de la police municipale, moins avantageux sur la carrière des agents de police. Bon. Cette indemnité se décompose en deux parts. Il y a une part fixe et une part variable. La part fixe correspond à un taux individuel appliqué au montant du traitement salaire, donc du salaire, soumis à retenue pour la pension. La part variable, elle tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée selon des critères définis dans les délibérations, et s'appuyant sur ceux définis dans les délibérations du RIFSEP. Donc en fait, c'est pour revenir un peu comme ce qui a été fait, une harmonisation par rapport au RIFSEP. Pour la part fixe, la collectivité elle a décidé, il y avait un taux, de mettre en place le taux maximum, ce qui est quand même une bonne chose, parce que lors de recrutement, les recrutements c'est toujours très compliqué actuellement, mais on n'est pas les seuls à avoir des problèmes de recrutement, et d'avoir mis ce taux fixe au maximum, eh ben, c'est une plus-value lors du recrutement. Pour la part variable, nous avons fait le choix, on pouvait avoir le choix de la verser soit mensuellement, soit annuellement. En fait, nous, on a fait un mix, on a fait mensuellement et annuellement. Comme ça, ça revient, vraiment, ça se colle au RIFSEP, qui est déjà en place pour les autres agents. Donc, voilà. Pareil, Alexandra, la DRH, nous a fait un bel exposé. Mon collègue donc, Philippe était tout à fait favorable également à ce dispositif, et la police municipale aussi. Merci pour la clarté des explications, Mme Fritsch. Des questions sur cette modification? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Juste pour dire que toutes ces deux délibérations ont été votées à l'unanimité en CST. Merci. Nous terminons par la concession. Les deux dernières délibérations sont liées, bien sûr, puisque nous avons d'abord approuvé le choix du délégataire du contrat de concession pour le casino de la Cano. Donc, c'est un dossier qui a été mené depuis déjà 18 mois. Juste rappeler, parce que j'ai été interpellé par 2-3 personnes sur la durée du contrat. Je ne sais pas pourquoi le contrat était si court. Nous étions partis au départ sur l'ambition d'avoir un contrat un peu plus long pour pouvoir flécher les investissements qui sont apportés par le délégataire. Bon, finalement, ça n'a pas été possible, et nos projets à nous n'étaient pas concordants avec leurs projets à eux, ça a été un peu compliqué. Donc ce que l'on souhaitait, c'est faire un appel d'offres qui puisse faire venir vers nous des partenaires sur une durée de 5 ans. Parce que vous savez que s'il n'y a pas d'investissement, vous ne pouvez pas allonger la durée. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui vient nous en, mais en contrepartie, comme on peut le faire sur toutes nos concessions et nos délégations de services publics. Donc là, on s'est limité à 5 ans. Et aujourd'hui, regarde comment fonctionnent un peu les casinos. Ils ne s'attaquent pas trop entre eux. Ça ne répond pas trop. D'abord, je pense qu'on ne va pas intéresser les gros casinotiers français. Mais en général, ils ne viennent pas se marcher sur les pieds. Ils se battent souvent pour l'ouverture de nouveaux casinos. Bon, aujourd'hui, il a fallu quand même négocier. Rappelez-vous, on a déjà passé un conseil municipal pour prolonger
avec un abonneur parce qu'on n'avait pas réussi à se mettre d'accord. Donc ça a été un peu compliqué. Donc aujourd'hui, à l'issue du délai de remise des candidatures, il y a une candidature, celle de la SAS et Casino de la Canon. Ça a été des débats parfois houleux, bien sûr, c'est l'entreprise privée qui défend ses intérêts, mais nous, il faut qu'ils comprennent qu'on est là aussi pour défendre les intérêts de la collectivité. On a eu un peu peur dans les annonces d'économie et puis de rentrée de recettes fiscales pour le gouvernement, puisque les casinos, de autoriser les casinos en ligne, même s'il existe parfois. Bon, je pense que ça aurait été la mort des petits casinos comme le nôtre. Donc on s'est battu pour que soit retiré des propositions du gouvernement cette numérisation des jeux. C'est quand même 40 emplois et une belle recette pour la commune. À chaque fois qu'on réfléchit dans la durée de la concession et dans le choix des délégataires, la priorité c'est quand même les 40 emplois. Ensuite, il y a la recette, on est très très content bien sûr de l'avoir. Donc ce n'est pas annulé, la proposition c'est reporté. Donc on va surveiller ça de près, je pense que ça serait la mort des casinos comme le nôtre. Donc aujourd'hui on est là pour approuver justement ce choix de la SAS Casino de la Canon, ceux qui sont en place aujourd'hui, que dirige d'ailleurs un jeune canolé, enfin un jeune canolé, il est plus très jeune, il est plus jeune que nous. Donc c'est un vrai plaisir de discuter avec lui, avec sa direction. Il y a eu des débats parfois compliqués, on est arrivé quand même à se mettre d'accord. Autorisé aussi à signer le contrat de concession pour l'exploitation du casino de Canon et me charger de notifier ces décisions aux services préfectoraux ainsi qu'au payeur municipal de faire appliquer la présente délibération par les services concernés. Y a-t-il des questions sur la concession de service du casino de Canon? Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Comme je vous le disais en introduction de ces deux délibérations, la suivante, c'est autoriser l'exploitant à déposer justement sa demande et d'émettre ce soir un avis favorable à la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation des jeux que la SAS Casino de la Canon souhaite déposer auprès de la préfecture. Alors, en général, je ne monte pas Paris pour ça, on fait des visions. Et quelle était ma surprise au ministère de l'Intérieur de re-rencontrer, mais en visio, le préfet Delpech qui avait accompagné, rappelez-vous, la commune. En 2014, quand l'ouvrage s'était effondré, ça avait été le premier, alors je ne vais pas dire avec le carnet de chef, mais qui était venu quand même nous rassurer, qui nous avait fait accompagner par les services de l'État et qui était presque le seul à l'époque à mettre la main à la poche pour nous aider. On venait d'arriver, la situation n'était pas très confortable, ma chère Adrien. Nous avons passé quelques nuits blanches, mais finalement, nous avons bien compté et nous sommes arrivés à un résultat aujourd'hui qui se veut confortable. C'était assez sympa parce que M. Delpech dit la vie fait pas le moine, mais là si. Vraiment l'allure de préfet, c'était un grand préfet et c'est vrai que vous avez beaucoup aidé sur le sujet. Y a-t-il des questions sur cet avis favorable à la demande de renouvellement? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Pour terminer, si vous avez un peu écouté le Premier ministre cet après-midi, bon, finalement, on va être un peu moins impacté les petites communes. Il y aura une deuxième couche l'année prochaine. On le sait tous déjà, on l'a annoncé au Salon des maires, donc on se prépare, on regarde, on aura peut-être un peu plus de temps. À la décharge du gouvernement, il y a 15 jours pour faire un budget, c'est complètement fou. Donc aujourd'hui, il y a des allers-retours entre les chambres, mais on sait très bien que tous les amendements sont en train de passer directement à la poubelle, en particulier sur le financement, puisque ce n'est pas le sujet auquel ils ont consacré beaucoup de temps ces derniers mois, le sujet des financements d'un fonds souverain sur l'érosion côtière. Vous savez qu'il y a le fonds Barnier pour l'érosion prévisible. Et on avait proposé au Comité national du trait de côte justement de pouvoir alimenter un fonds. On avait fait quelques propositions importantes qui sortaient en majorité, qui ne sortaient pas des caisses de l'État, et c'est ça qui était intéressant. Bon, aujourd'hui, ces amendements-là sont repartis au Sénat. Bon, je pense que dans le 49.3 qui sera dégainé pour voter le budget, ils n'en feront pas partie, mais j'ai eu quand même quelques assurances hier du fait que le Comité national du trait de côte allait être réuni en début d'année pour retravailler pour la loi des finances 2026. Bon, je peux l'admettre et le comprendre. La situation est tellement délicate et difficile. Par contre, dans les discours de ministres ou de commissions ou d'ateliers, je peux vous assurer que tous les intervenants sont en train de paniquer. Donc c'est vrai que depuis notre endroit paradisiaque à la Canon, on ne s'aperçoit pas toujours des difficultés ailleurs. Mais je peux vous assurer que tout le monde est en train de paniquer, en particulier puisque le Salon des maires
rassemble toutes les entreprises de France et tous les acteurs économiques de ce pays, il n'y avait pas le sourire dans le salon. C'était très compliqué. Les entreprises souffrent aujourd'hui, donc je pense que la priorité, c'est bien de maintenir cette activité économique. Et quand je regarde ce qu'a fait le Premier ministre ces derniers temps, en particulier une note de cadrage au préfet en demandant de faire sortir les projets du territoire, parce que c'est l'État lui-même aujourd'hui qui empêche souvent de faire sortir des projets. Les entreprises sont aux abois, il n'y a pas de travail, et nous on a des projets, alors on vous dit toujours attention parce qu'il y a une échéance qui arrive, il faut arrêter peut-être de faire de... Non, on n'est pas là pour... moi je me regardais dans la glace ce matin, et un mandat ça dure 6 ans, donc on travaillera jusqu'au bout et on continuera à développer notre programme comme il est inscrit dans le PLU depuis 2017, comme il était inscrit dans nos différentes campagnes électorales. Mais la feuille de route, elle est claire. Quand vous la lisez, c'est demander à vos services de faciliter le développement des projets. Aujourd'hui, en Gironde et en particulier dans le Médoc, tous les projets sont à l'arrêt. Pour faire une gendarmerie, ça fait 10 ans que nous y sommes quand même. Et heureusement qu'un grand préfet est arrivé pour remettre le dossier sur le métier. Il a signé l'autorisation de défricher, a signé le permis de construire, puisque c'est lui qui signe les permis de construire pour une gendarmerie. Et derrière, le crapaud calamique est arrivé. Sur une ornière de tracteur, à quelques mètres du lac, ou au mois de mars, vous doutez bien qu'il y a beaucoup... Ça fait histoire au mois de mars au bord du lac. Donc c'est vrai que c'est très pénible. C'est pour nous élus, ouais, c'est parfois de l'abattement, parfois de l'incompréhension, parfois du découragement. Je ne suis pas du style à baisser les bras, donc après c'est un travail de lobbying, de réseau, il faut toujours aller à la guerre, mais bon, il y en a beaucoup qui ont lâché prise. Ça devient de plus en plus technique, on a la chance quand même à la Canon d'avoir des élus qui ont bossé depuis 10 ans, qui connaissent les sujets, mais surtout d'être entouré d'une équipe à la hauteur de la situation. Mais quand on regarde tous les projets qui sont bloqués depuis des années sur des orientations d'aménagement et de programmation, c'est-à-dire pas des terrains agricoles qu'on transforme en zone urbanisée, c'est notre PLU qui est construit comme ça. Bon, voilà. Donc, on recevra l'ADREAL, qui est des organismes d'État sur l'environnement et l'aménagement. Je répétais à l'instructeur de l'ADREAL que ce n'est pas que l'environnement, l'ADREAL, c'est aussi l'aménagement et le logement, qui s'y passe souvent. Donc, quand on a un toit sur la tête, quand on a un travail et qu'on peut se mouvoir sur le territoire, à ce moment-là, on peut être gagné à la cause du développement durable. Aujourd'hui, les gens, quand je les reçois en permanence le samedi matin, je peux vous dire que le développement durable, c'est pas trop la priorité. Nous, oui, parce qu'au quotidien, c'est le fil rouge de notre développement. Mais comment vous voulez gagner d'être administrés à la cause du développement durable et de l'environnement s'ils sont mal dans leur peau, on ne comprenne pas quand on voit les dossiers techniquement pourquoi ils sont refusés ou repoussés. Les entreprises aujourd'hui nous disent écoute, Laurent, t'es gentil, ta zone, si elle ne sort pas, nous on va au Portugal ou au Maroc, on a 1 heure d'avion, c'est super, hein, 1 heure d'avion, ça commence comme ça, on nous donne le terrain, et en 6 mois on commence à construire. Donc il faut savoir ce que l'on veut en France. Voilà, ce qu'on veut finalement, vous avez vu, on roule les mécaniques, nous on sait ce que c'est. Donc tout le monde est en train d'être irrité par ça. Nous, on ne passe pas au second plan, puisque c'est le fil rouge. Il faut comprendre aujourd'hui qu'on est un peu fatigué. Alors les ministres le comprennent. On a la chance d'avoir un bon préfet, un bon sous-préfet qui nous accompagne. Mais aujourd'hui, la situation est vraiment délicate et il va falloir se battre comme des fous pour pouvoir sortir des projets canolés. Nous avons présenté, ça part directement chez le préfet, chez le Premier ministre, 3 projets canolés qui sont à l'arrêt parce que la petite bête, parce que si, à des comptes sur Garriga, sur une espèce, on nous demande 75 hectares de compensation. Alors qu'on a mis des centaines d'hectares avec les syndicats qui sont pas mis à notre crédit, on les a remis en eau, on a recréé des zones humides, on a fait des choses tout à fait incroyables. Et aujourd'hui, on dit vous faire Garriga, sur un terrain de 4 hectares, où on va faire 8 hectares, on vous dit faut le faire ailleurs. Mais où ailleurs? Pas les autres. Non, mais dans une autre commune. Vous vous rendez compte la réponse des services de l'État? Faites-le dans une autre commune. Alors, j'étais pas à cette réunion, puisque c'était une réunion technique à Bordeaux, mais si c'est ici, je peux vous dire qu'elle ne finit pas la phrase. Je la raccompagne à sa voiture. Voilà. Donc, l'ADREAL vient avec un on va lui montrer bien sûr ce que fait le CIAMEL, tout au long de l'année sur cet entretien, et 75 hectares de compensation pour un projet pareil. C'est-à-dire qu'on coupe 75 hectares de pain, parce que regardez ce qui s'est passé sur ce site, on l'a acheté il y a 10 ans. Ce site-là, il y avait des pains de 50 ans. Le deal avec le propriétaire, il coupe ses pains avant de partir. On récupère le terrain. C'est tellement long derrière de pouvoir réaliser ces projets-là que, bien sûr, l'habitat se constitue, la mobilité pousse,
Bon, ok, ben, les bestioles arrivent, c'est parti, on a créé une zone humide, bon. Mais si vous repartez les pères, 5 ans après, il n'y a plus de Montligny, il n'y a plus de bestioles. Notre territoire, il est fait comme ça. Donc expliquer ça à ces gens-là, c'est toujours un peu compliqué, surtout que je multiplie les visites à 5 heures pour aller voir ce qu'on fait le Slavelle sur notre territoire. Donc moi, je ne vais plus recevoir personne. Je vais aller voir l'Adréal, aller manifester. J'avais envie de donner à un moment donné une petite adresse à la coordination rurale pour décharger le fumier. Moi, j'ai pas osé quand même. J'ai pas osé. Donc ils sont là. C'est le cas qui est bien. C'est qu'ils viennent le 10 décembre, on est directeur de l'Adréal qui vient à Canon. On va aborder ces sujets-là. Et vous savez qu'on a travaillé dessus, qu'on est sur le CNCRR, le nom a encore changé. L'étude elle est lancée, on est en train de déterminer ce qui fait une particularité ici dans les remontées de Naples. On est assis sur Médoc, sur une grande zone humide. On est là, à travers cette étude, on est en train de déterminer les zones humides d'intérêt public majeur et les zones humides autres. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous empêche de tout faire puisque la zone humide est là, donc vous faites rien. Ou vous faites dans une autre commune. D'accord. Voilà où on en est aujourd'hui. En fait, je n'ai pas de... Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui me désespère, donc cette réunion, il va en sortir quelque chose, j'en suis persuadé. Et le CNCRR va nous permettre d'ailleurs de pouvoir justement apporter la preuve dans le cadre de ces études pour construire, de nous permettre au canonné de travailler, au canonné de se loger, au canonné d'avoir les services. Parce que sur les OAP, si vous comptez bien, ça fait plus tous ceux qui sont partis. On va pas tarder aussi à avoir l'appel de notre projet de santé au Mouchi, on verra bien. On est en train quand même de regarder ce qui se passe avec nos partenaires pour encore mieux et encore plus améliorer le projet. Mais vous savez que je ne lâcherai pas ce projet. Donc une réponse sous peu. Je n'entends pas grand-chose, mais on est déjà en train de préparer le plan B. Voilà. Je vous remercie. J'ai déjà trop parlé. Et je vous invite à boire le petit verre de l'amitié et puis à manger un petit bon sang. Merci à tous.